moi qui est professeur des universités de gynécologie obstétrique à la faculté de médecine de Tunis dans plusieurs domaines, notamment la chirurgie gynécologique, la chirurgie et la PMA. Et en plus, il est ancien président de la Société tunisienne de gynéco. Donc à vous la parole, docteur Ezzewa, pour nous parler de l'infertilité et fibrome utérin. Merci. Merci, cher ami, pour votre invitation. Et c'est toujours un plaisir de parler sur le podium de la STGO. Donc, on m'a chargé de traiter fibrome et infertilité. Alors, quelques chiffres. 20 à 50% des femmes en âge de procréer présentent un fibrome. 5 à 10% des femmes infertiles présentent également des fibromes, mais seuls 1 à 3% des infertilités sont exclusivement liées à la présence de ce fibrome. Il y a des avancées maintenant par rapport aux facteurs de risque dans la genèse des fibromes, en plus des facteurs qui sont déjà connus, tels que la race, et on sait que la race noire développe plus souvent et plus précocement des fibromes, le facteur âge, la ménarche précoce, la parité qui joue un rôle protecteur, des facteurs alimentaires tels que l'alimentation riche en viande rouge et des facteurs génétiques qui sont de mieux en mieux connus. Puis en 2011, nous avons eu droit à la nouvelle classification de la FIGO et l'intérêt de cette classification est de permettre à tout le monde de parler un même langage, ce qui nous permet de mieux exploiter les données de la littérature. Et dans cette nouvelle classification, il y a les fibromes sous-muqueux 0, 1, 2, les fibromes intramuraux 3, 4 et 5, les sous-séreux 5, 6, 7 et puis les fibromes dits hybrides et classés en classe 8. Alors le fibrome peut intervenir sur la fertilité ou sur l'infertilité, soit de façon mécanique par les distorsions qu'il va occasionner, les occlusions, les obstructions, soit de façon fonctionnelle en altérant la contractilité utérine, en altérant la réceptivité endométriale, en altérant la vascularisation. Mais c'est difficile d'établir ce rapport de causalité entre fibrome et infertilité, tellement les choses sont imbriquées et intriquées. Différents facteurs, l'âge, la taille, le nombre, la localisation de ces fibromes, mais aussi les facteurs d'infertilité associés. Et la question qui va se poser, est-ce que le traitement de ces fibromes va améliorer la fertilité de la patiente? La littérature, je dirais qu'elle est à la fois riche et très pauvre. Riche, puisque nous avons énormément de publications, malheureusement la plupart sont rétrospectives, peu de publications qui sont prospectives, peu d'études randomisées, et même les méta-analyses souffrent de leur hétérogénéité, ce qui rend leur exploitation un peu difficile. Donc tout au long de ce topo, nous allons individualiser conception naturelle et conception dans le cadre de la PMA. Tout d'abord, en conception naturelle. Quel est l'impact des fibromes sur la fertilité spontanée? Nous retrouvons dans la littérature des données qui suggèrent un effet négatif des fibromes sur la fertilité. Et l'étude de Buletti, qui est ancienne, mais qui est souvent citée parce qu'elle était prospective, quoique non randomisée, où il a comparé 318 patientes. Dans un premier groupe, 108 patientes ont été opérées de leur fibrome, 106 ont gardé leur fibrome en place, et le troisième groupe de contrôle, 106 patientes qui n'ont pas de fibrome. Et l'auteur constate que le taux de naissance n'était que de 11% dans le groupe des patientes qui ont un fibrome, contre 25% dans le groupe des patientes qui n'avaient pas de fibrome. Puis il y a cette étude qui est prospective, contenant 31 patientes, 15 et 16. Ces 31 patientes ont toutes
un fibrome intracavitaire, elles ont été toutes opérées, puis l'auteur les a séparées en deux groupes. Le premier groupe qui ont un fibrome intramural résiduel après la résection du fibrome intracavitaire et le deuxième groupe où il n'y avait aucun fibrome. Et qu'est-ce qu'il constate? Il constate que le nombre de naissances et le taux de grossesse étaient plus faibles chez les patientes qui gardaient un fibrome interstitiel. Dans cette étude de cohorte, une étude scandinave qui a suivi plus de 3000 patientes, et le point de jugement final était le temps pour obtenir une grossesse, time to pregnancy. Qu'est-ce qu'ils constatent, ces auteurs? Que les fibromes, quel que soit leur nombre, leur taille, leur siège, n'ont aucune influence sur ce critère de jugement, time to pregnancy. Autre façon d'approcher le retentissement des fibromes sur la fertilité, c'est d'étudier et de comparer chez les patientes porteuses de fibromes myomectomie versus abstention thérapeutique. Et ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est que les fibromes sous-muqueux influencent négativement la fertilité et la conception spontanée. Autre manière de faire, c'est de comparer les patientes qui subissent une myomectomie et de les comparer aux patientes qui ont une infertilité inexpliquée, n'ont pas de fibromes. Là aussi, on retrouve la notion de l'effet délétère des fibromes sous-muqueux. Alors, et si on traitait ces patientes, est-ce qu'on va améliorer leur fertilité? Plusieurs facteurs vont intervenir. Et ce qu'on retient dans la littérature, c'est que la myomectomie par hystéroscopie, les fibromes type 0, 1 et 2, on améliore de façon significative la fertilité de ces patientes en conception spontanée. Cette étude prospective randomisée, là aussi elle est intéressante, 52 personnes, 52 femmes qui avaient un fibrome sous-muqueux. Elles ont été randomisées en deux groupes. Premier groupe opéré, 30 patientes, et 22 groupes suivis, et elles n'ont pas été opérées. Et qu'est-ce qu'on constate? Que le taux de grossesse restait bas chez les patientes à qui on avait laissé le fibrome sous-muqueux en place. Alors, je reviens à l'étude de Buletti. Quand on opère ces patientes-là, on voit que le taux de grossesse en post-opératoire il va monter à 42%, alors qu'il restait désespérément bas chez les patientes qui gardaient leur fibrome en place. Ce n'était que des études. Donc, qui dit étude isolée, dit effectif réduit. Alors, on se rabat sur les méta-analyses avec un plus fort effectif. Première méta-analyse publiée en 1980, 40% de grossesse après myomectomie. Cette revue de la littérature plus récente, 1990, 57% de grossesse après myomectomie, et on se rapproche là de taux de grossesse des groupes classés infertilité inexpliquée. Dans cette aussi revue de la littérature, après myomectomie par laparoscopie, on obtient à peu près 50% de grossesse. Alors, revenez s'il vous plaît. Oh. Alors, dans cette
Je pense que la pile a rendu l'âme. Hein? Non? Il n'y a pas de pile, ok. Alors, dans cette revue Cochrane, qui a comparé conception spontanée après myomectomie par laparoscopie ou myomectomie par laparotomie, aucune différence entre les deux techniques. Dans cette étude qui est plus récente, qui a comparé fertilité spontanée après myomectomie par laparotomie ou par laparoscopie, à part le fait que les patientes opérées par laparotomie, elles avaient des fibromes plus nombreux, plus volumineux, que la durée de séjour était plus longue, les résultats sont exactement identiques en ce qui concerne le taux de grossesse et écoutez, la technique, c'est impossible de continuer comme ça. Alors, qui dit chirurgie dit complications. Quand on opère soit par cœlioscopie, soit par laparotomie, le gros risque, c'est les adhérences post-opératoires. Et comme le disait tout à l'heure Silhedi, ça peut aller jusqu'à 90% en post-opératoire. Et lorsqu'on opère en hystéroscopie, c'est les synéchies. Vous avez quelques exemples d'iconographie du service. Suivante. Alors, dans cette publication de Donez en 2018, le traitement médical pourrait avoir une place avant la chirurgie pour les fibromes qui sont classés j'ai plus de pointeur. Bon, alors, qui sont classés soit 2 à 5, et on peut donner le traitement l'ESMIA pendant 3 mois. Si on obtient une réduction de la taille avec la restauration d'une cavité normale, on peut tenter une grossesse spontanée ou bien une fécondation in vitro sans recourir à la myomectomie. Alors, pour résumer, l'effet de la myomectomie sur la fertilité, l'effet serait positif surtout en cas d'infertilité inexpliquée. Une femme sur 2 arrive à concevoir après myomectomie. La myomectomie ne semble pas délétère, mais il faut rester humble et que sur le plan scientifique, il n'y a pas de preuve de haut grade d'un bénéfice certain. Et des études prospectives avec un meilleur design sont nécessaires. Une étude prospective de meilleur design, suivante, serait la suivante. Pour prouver l'effet délétère des fibromes sur la fertilité, c'est d'inclure dans cette étude des patientes qui désirent avoir une grossesse sans aucun facteur d'infertilité associé, et elles seront divisées en 2 groupes, celles qui ont un fibrome en place et celles qui n'ont pas de fibrome, et de démontrer que les femmes porteuses de fibromes ont plus de difficultés à avoir une grossesse. Et le design idéal pour démontrer le bénéfice de la myomectomie pour restaurer la fertilité, c'est d'inclure des patientes qui ont toutes des fibromes, mais sans autre facteur d'infertilité. Ces femmes seront divisées en 2 groupes, celles qu'on opère et celles qu'on n'opère pas, et de démontrer que lorsqu'on opère le fibrome, on obtient plus souvent et plus rapidement une grossesse que lorsqu'on laisse en place ce fibrome. Malheureusement, dans la littérature, il n'y a pas du tout ce genre d'études. Alors, les recommandations de la SRM qui viennent d'être publiées donc, en 2017, qu'est-ce qu'elles disent? Qu'il n'y a pas suffisamment d'évidence pour démontrer un lien de causalité entre fibrome et infertilité, hormis les patientes qui ont des fibromes sous-muqueux qui déforment la cavité utérine. Et ce groupe de patientes, c'est elles qui doivent être opérées, que ce soit par laparotomie, par cœlioscopie ou par hystéroscopie.
Même chose un peu dans les recommandations du Collège des gynécologues obstétriciens français. Passons maintenant au fibrome et fécondation in vitro. Suivante. Alors, y a-t-il un impact? Oui, la littérature même ancienne, a démontré que lorsque on fait une fécondation in vitro, chez des patientes qui ont un fibrome, le taux de grossesse, le taux d'implantation était bas. Autre étude d'Eldar-Geva qui a démontré aussi que lorsque les patientes avaient des fibromes, le taux d'implantation était plus bas et le taux de grossesse était légèrement plus bas, quoique non significatif, par rapport au groupe des patientes qui n'avaient pas de fibromes. Mais quand on regardait de plus près les sous-groupes dans cette étude, l'auteur a démontré que les patientes qui avaient un fibrome sous-muqueux avaient des taux désespérément bas de grossesse en fécondation in vitro et que celles qui avaient un fibrome intramural avaient des taux plus bas que celles qui n'avaient rien du tout ou que celles qui avaient un fibrome sous-séreux. Ce n'étaient que des études. Que disent les méta-analyses avec un effectif plus large? Dans la méta-analyse de Pritz, là, c'est l'effet délétère des fibromes intracavitaires et sous-muqueux, il est largement prouvé avec un effondrement, une chute du taux de grossesse. Passons aux fibromes interstitiels. Bon, la messe, elle est dite pour les fibromes sous-muqueux et intracavitaires. Effet délétère. Pour les fibromes interstitiels, type 3, 4, 5, les études sont divergentes. Oliveira et Klatsky, le fibrome intramural n'affecterait pas les résultats de la FIV. Pour Youssef Khalaf et Hart, les fibromes intramurales affectent négativement les résultats de la fécondation in vitro. Et pour d'autres auteurs, il y aurait un effet sur l'implantation par la perturbation de la zone de jonction. Là aussi, on repasse aux méta-analyses. Quand on voit la méta-analyse de Pritz, quand on étudie la méta-analyse en regardant toutes les études qui ont été incluses, on voit que le fibrome intramural diminue. Tous les paramètres analysés, taux de grossesse, taux de fécondation, taux de fausse couche, enfants à la maison. Quand on regarde uniquement les études prospectives, on voit que l'effet négatif persiste, diminution du taux de grossesse. Quand on fait une analyse encore plus fine, et en analysant que les études où il y avait systématiquement une hystéroscopie préfive, pour être sûr que la cavité utérine était normale, alors là, il n'y a plus d'impact négatif du fibrome intramural. Plusieurs autres méta-analyses, on les retrouve dans la littérature, celle de Metlaoui, de Sankara, etc. Mais ces analyses, ces méta-analyses présentent des conclusions qui sont des fois contradictoires. Et ceci est dû à l'hétérogénéité des études qui sont incluses. À l'époque, il n'y avait pas cette classification de la FIGO, et donc des fois on incluait des fibromes de type 2-5 dans les fibromes intramuraux ou des fibromes de type 3 dans les fibromes intramuraux alors qu'il y avait une composante sous-muqueuse, etc. Tout ceci concourt à dire que si effet des myomes interstitiels existe, il est discret car il nécessite un fort effectif pour démontrer cet effet négatif. Donc pour résumer, les fibromes sous-muqueux et intracavitaires, il faut les enlever. Les fibromes sous-séreux, ils sont inoffensifs, on les laisse en place. Les fibromes interstitiels, on ne sait pas trop, c'est compliqué et ça nécessite plus d'études. Ici, on regardait la taille du fibrome. Peu d'études se sont intéressées à la taille du fibrome. Suivante.
Suivante. Dans cette étude de Hart, lorsqu'on regarde les femmes qui avaient un fibrome au-delà de 5 mm, de 5 cm, il y avait un effet négatif sur les résultats de la FIV. Suivante. Dans cette étude d'Oliveira, l'effet négatif n'est retrouvé que lorsque le fibrome dépasse 4 cm, diminution des taux de grossesse. À l'opposé, dans l'étude de Klatsky, il n'y a aucun effet par rapport à la taille du fibrome, qu'il soit inférieur à 4 ou supérieur à 4 cm. Pas d'incidence. Donc les études sont disparates et c'est difficile d'intégrer le paramètre taille du fibrome dans une décision thérapeutique. Et si on regardait le nombre de fibromes, dans cette étude, sur le groupe des patientes, 129 patientes qui avaient des fibromes, on voit que le taux de grossesse, le taux d'implantation, le taux de fausse couche, etc., sont négativement impactés par la présence du fibrome. Et quand on regarde de plus près le sous-groupe qui comporte 17 patientes, qui avaient plus de 17 fibromes, au-delà de 3 fibromes, il y a un impact négatif sur le taux de grossesse sans que ça n'atteigne le taux de significativité et que le taux de fausse couche était beaucoup plus élevé et le taux d'implantation était beaucoup plus faible. Donc, pour résumer, avec certitude, on peut dire que les fibromes qui déforment la cavité ont un impact négatif et que probablement les sous-séreux sont inoffensifs et que les interstitiels restent objets de controverse. Et si on s'intéressait non pas au nombre et à la taille, mais plutôt au volume, on s'est amusé à l'hôpital Azafman à conduire une telle étude. On a inclus 40 patientes en fécondation in vitro et qui avaient toutes des fibromes interstitiels. On a exclu les fibromes sous-séreux et les fibromes sous-muqueux. Et on a regardé celles qui étaient enceintes et celles qui n'étaient pas enceintes. Et on a calculé le volume total du ou des fibromes. Et on a constaté que dans le groupe bêta-HCG négatif, celles qui n'étaient pas enceintes, le volume total des fibromes était significativement beaucoup plus élevé que dans le groupe des patientes qui ont été enceintes. Alors, est-ce qu'il y a un effet sur les résultats de la FIV quand on traite ces fibromes? Suivante. Alors, quand on regarde les méta-analyses, celles de Pritz, oui, quand on enlève les fibromes sous-muqueux, on améliore de façon significative les résultats de la FIV. Suivante. Quand on enlève les fibromes interstitiels, dans cette méta-analyse, il n'y a aucun effet sur les résultats de la FIV. Donc, pour résumer, sur les fibromes interstitiels, il y a peu d'études, les effectifs sont réduits. Les myomes sous-muqueux, il y a une amélioration des résultats, mais pour les myomes interstitiels, les choses sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus nuancées. Et dans cette publication de la SR1, beaucoup de questions restent sans réponse. Quel est l'impact du fibrome sur la fécondabilité? On n'en sait rien. Quel est l'impact du degré de la distorsion de la cavité utérine et le bénéfice de la myomectomie? Quel est l'impact de la myomectomie dans le cadre des résultats d'une PMA? Beaucoup de questions restent en suspens. Et dans les recommandations donc, de la SRM suivante, les fibromes sous-muqueux doivent être enlevés, mais que les fibromes interstitiels, les opérer, n'améliorent en rien les résultats de la FIV avec un grade B comme recommandation. Et pour les fibromes sous-séreux, il n'y a pas lieu aussi de les opérer, sauf s'ils distordent de façon significative l'anatomie du pelvis, rendant l'accès aux ovaires difficile et la ponction difficile. Alors là, ces patientes-là, on est en droit de les opérer. Donc, je conclus, Monsieur le Président, que pour les myomes sous-muqueux, que ce soit en fertilité spontanée ou en FIV,
il faut réaliser la myomectomie. Que pour le myome intramural, si on parle en fertilité spontanée, si le fibrome ne déforme pas la cavité, il n'est pas recommandé de les opérer, sauf indication sur la taille du fibrome. En FIV, beaucoup de points d'interrogation. Lorsque le myome est intramural de plus de 5 cm, peut-être qu'il serait judiciable et conseillé de l'opérer avant la FIV. Point d'interrogation. Lorsque le myome a moins de 5 cm, il n'est conseillé d'opérer que si le nombre dépasse les 3 myomes. Point d'interrogation aussi. Et qu'en cas d'échec répété, en l'absence d'autres facteurs que les fibromes, là aussi, on peut proposer de faire une myomectomie avant de reprendre ces patientes en PMA. Et pour les myomes sous-séreux, tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'indication à opérer. Et je vous remercie. Merci Cécile pour cette excellente communication. Merci Cécile pour cette excellente communication. On prendra juste une question pour un problème de temps. Merci beaucoup, très beau topo. Moi, quand vous parlez de interstitiel, il y a quand même, il faut définir. C'est quoi un fibrome interstitiel? Est-ce qu'un fibrome de type 3 est un fibrome interstitiel? Parce que ce que vous rapportez, et d'ailleurs devant tant de discordance au niveau de la littérature, il faut revenir aux recommandations. Et donc les recommandations du Practice Committee de la SRM a recommandé pour les fibromes de type 3, parce qu'il y a de plus d'études sur les fibromes de type 3, d'autant plus qu'ils sont accessibles à une chirurgie mini-invasive qui est l'hystéroscopie, de les opérer au-delà de 2 cm. Que tout fibrome, surtout lorsqu'il a échec de FIV. Que pensez-vous, quelle est votre conduite dans les fibromes de type 3? Surtout lorsqu'il y a un échec de FIV. On reçoit beaucoup de malades des centres de PMA, je ne sais pas comment vous gérez. Nous, les types 3, on ne les aborde pas en hystéroscopie. Nous, on aborde en hystéroscopie les 0, les 1 et les 2. Le type 3, s'il faut l'opérer, il faut l'opérer soit en cellule, soit en laparotomie. En tout cas, ça, c'est la politique de l'équipe. Je ne sais pas s'il y a des gens qui opèrent les types 3 en hystéroscopie, parce que le type 3, il est sous la muqueuse, mais il ne déforme pas la muqueuse. Il ne repousse pas la muqueuse, l'endomètre. Là, d'accord. Docteur Halouel, une question brève, s'il vous plaît. On est vraiment bousculé par le temps. Bon, ce que tu as présenté, Fathi, c'est tout ce qui concerne le résultat de la FIV, le résultat en termes de grossesse. Mais ma question, est-ce qu'il y a des études qui ont suivi ces femmes qui tombent enceintes, qui tombent enceintes soit par grossesse naturelle ou par fécondation in vitro? Est-ce qu'il y a un suivi à court terme et moyen terme et à long terme concernant le risque obstétrical? Enfin, toutes les études n'ont pas abordé ce sujet. Quelques études l'ont abordé en rapportant dans l'étude de 2017 que j'ai présentée que le taux d'accouchement par césarienne était comparable qu'on opère par laparoscopie ou par laparotomie. Mais toutes les études n'ont pas traité ce point. Merci. Donc, on va lever la session, malgré que Sirissam Lebbi passe présidental Kelma. On lève la session pour un quart d'heure de pause café. Après, on reprend. Cette session, on l'a vue ailleurs et on l'a importée en Tunisie.